à toutes et à tous et soyez les bienvenus à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 16h à Londres, 17h à Paris, 19h à Antananarive. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le lundi 13 novembre et au sommaire de cette édition, nous sommes au Royaume-Uni. Dans un instant, le Premier ministre Rishi Sunak a décidé ce matin de changer une partie de son gouvernement. La situation à Gaza est également à la une de cette édition. Au 38e jour de cette guerre entre Israël et le Hamas, l'ONU prévient que son aide humanitaire pour les Gazaouis pourrait s'arrêter d'ici 48 heures. Et puis dans l'actualité africaine, au Gabon, nous avons appris que le pouvoir militaire en place annonce des élections présidentielles mais aussi législatives prévues en août 2025. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Nous sommes donc à Londres pour commencer cette édition car il y a du changement au gouvernement. L'actuel Premier ministre britannique est à la recherche d'un nouveau souffle, d'un nouvel élan à quelques mois des élections au Royaume-Uni. Pour cela, Rishi Sunak fait du ménage et rappelle un ancien Premier ministre. Pour mieux comprendre la situation, nous sommes avec notre correspondante Emeline Vin en direct de Londres. Tout d'abord, Emeline, la ministre de l'Intérieur a été renvoyée ce matin. Rishi Sunak a demandé à Suella Braverman de quitter le gouvernement. La ministre de l'Intérieur a déjà causé plusieurs polémiques depuis 2 ans, mais elle restait en poste pour l'instant car elle représente l'air dur du Parti conservateur. La semaine dernière, elle a beaucoup critiqué la police londonienne et sa gestion des manifestations en soutien à la Palestine. Depuis, elle ne pouvait plus rester au ministère de l'Intérieur. C'est le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, lui aussi à la droite du Parti conservateur, qui la remplace. Autre nomination, Emeline, cette fois-ci beaucoup plus surprenante, celle de l'ancien Premier ministre. David Cameron, lui, devient ministre des Affaires étrangères. Oui, David Cameron, il a été Premier ministre de 2010 à 2016. C'est lui qui a organisé le référendum sur la sortie de l'Union européenne. Il avait quitté le monde politique depuis. David Cameron a reçu ce lundi le titre de baron pour redevenir un parlementaire britannique à la Chambre haute, la Chambre des Lords, et avoir le droit de devenir ministre. Comme il a dirigé le pays pendant 6 ans, David Cameron est connu à l'étranger. C'est un avantage pour un ministre des Affaires étrangères. Mais certains, au Parti conservateur, critiquent sa tolérance pour la Chine, par exemple. Le Parti travailliste de l'opposition souligne l'ironie de son arrivée. Rishi Sunak, le Premier ministre, veut représenter le changement et le futur, mais il appelle un ancien de la politique à rejoindre son équipe. Emeline Vin, en direct de Londres pour Radio France Internationale. Merci Emeline. Venons-en à la guerre entre Israël et le Hamas. L'ONU prévient, par manque de carburant, l'aide humanitaire des Nations Unies dans la bande de Gaza va s'arrêter d'ici 48 heures. Le carburant est nécessaire notamment pour faire tourner des générateurs qui produisent de l'électricité indispensable pour faire fonctionner des hôpitaux ou des infirmeries pour venir en aide aux victimes de cette guerre. Pendant ce temps-là, en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est de plus en plus contesté, critiqué. Certains même demandent sa démission, qu'il quitte le gouvernement. Selon plusieurs sondages, environ 70% des Israéliens estiment que Benjamin Netanyahou n'est pas la bonne personne pour diriger le gouvernement et donc mener la guerre contre le Hamas. Reportage à Tel Aviv de nos envoyés spéciaux, Boris Vichit, Muriel Paradon. Ils sont peu nombreux, mais donnent de la voix. À un carrefour de Tel Aviv, des manifestants brandissent des pancartes avec une photo du Premier ministre israélien, du sang sur les mains. Convaincus que Benjamin Netanyahou est responsable de la guerre, ils réclament sa démission immédiate.
Itamar est artiste. Je demande à M. Netanyahou d'aller au diable, de partir. Il ruine la vie des Israéliens depuis des années, mais dans cette guerre, il est un désastre. Si on veut sauver les otages, si on veut arrêter cette guerre et arrêter de tuer des gens innocents, il doit partir. Mais les manifestants sont pris à partie par d'autres Israéliens. Zev porte un t-shirt réclamant la libération des otages à Gaza. Ce n'est pas le moment de parler politique. Il faut rester unis pour les otages retenus là-bas. Les bisbilles politiques sont inappropriées aujourd'hui. Netanyahou a pourtant laissé le Hamas prospérer pour son propre intérêt politique, clame Lily, la cinquantaine. J'espère que les gens vont enfin comprendre le lien entre les massacres et lui, la dictature et lui. C'est lui qui est responsable et il continue. Ce petit groupe de manifestants est tout ce qu'il reste des grands rassemblements anti-Netanyahou d'il y a quelques mois contre une réforme jugée antidémocratique. Pour eux, pas question d'abandonner la révolte. Muriel Paradon, Boris Vichy, Tel Aviv, RFI. Radio France Internationale, il est 16h passé de 6 minutes à Bamako. Dans l'actualité africaine, de violents affrontements dans le nord du Mali. De nouveaux combats ont éclaté hier dans la région de Kidal. D'un côté, l'armée malienne, de l'autre, des rebelles touaregs. Chacun dit avoir pris l'avantage sur l'autre au cours de ces affrontements. Aucun bilan humain ni matériel n'a pu être établi de manière indépendante. Selon Mohamed Amara, sociologue invité d'RFI ce midi, les combats ne sont pas près de s'arrêter. Ces affrontements se poursuivront tant qu'il n'y a pas une voie politique qui serait pour moi la meilleure façon de résoudre ce conflit actuel qui est entre des Maliens. Pour moi, la réponse ne peut pas être que militaire. Donc l'autre partie la plus importante pour arrêter cette saignée, c'est pour moi des négociations. Qui va pouvoir les mettre en place? La communauté internationale, les voisins maliens. À un moment, il faut bien faire État ensemble. Il faut faire société ensemble. Et faire État ensemble, pour moi, c'est donc arriver à se parler. Mohamed Amara, enseignant à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, il était l'invité à la mi-journée de Gaëtan Pléné. L'actualité en Afrique, c'est aussi au Gabon, avec une éventuelle date pour les prochaines élections présidentielles et législatives. Août 2025, c'est ce que vient d'annoncer le pouvoir militaire qui a renversé le président Ali Bongo. Alors pour valider cette échéance d'août 2025, une conférence nationale incluant toutes les forces vives de la nation au Gabon doit d'abord se réunir en avril prochain. Et puis l'élection présidentielle à Madagascar prévue ce jeudi. Nous apprenons que 6 candidats de l'opposition viennent d'annoncer qu'ils ne participeront pas au scrutin prévu ce 16 novembre. Ils appellent les Malgaches à ne pas se rendre aux urnes. Le journal en français facile. En France, il y a 8 ans, des attaques terroristes tuaient 130 personnes. Ce matin, la première ministre a participé à Paris et Saint-Denis à des cérémonies d'hommage aux 130 victimes de ces attentats revendiqués par le groupe État islamique. Et puis en France, cette différence entre les habitants des villes et les habitants de la campagne. Quand vous habitez à la campagne, vous utilisez moins les hôpitaux que les habitants de la ville. Sylvie Coffy, bonjour. Bonjour. Autrement dit, les ruraux consomment en moyenne jusqu'à 20% de soins hospitaliers en moins que les urbains. C'est ce que révèle une étude de l'Association des maires ruraux de France. Oui, en effet, cette étude dévoile 2 informations importantes. À la campagne, c'est plus difficile de se soigner à l'hôpital que si vous habitiez en ville. Ce constat, on le connaît déjà. Mais cette nouvelle étude de l'Association des maires ruraux de France dévoile aussi des chiffres préoccupants. 6 millions d'habitants vivent à plus de 30 minutes, voire même 45 minutes d'un service d'urgence. Ça peut être très grave, par exemple en cas de crise cardiaque, car il faut faire très vite pour sauver la personne. Dans les territoires de grande campagne, comme en Creuse ou en Lozère, on parle même de sous-hospitalisation. Pourquoi ? Les habitants sont le plus souvent éloignés des transports et certains sont âgés et sont seuls. Ces inégalités se retrouvent dans tous les secteurs d'activité de l'hôpital et concernent notamment la chimiothérapie pour les cancers ou la dialyse pour les maladies des reins.
Face à cette situation compliquée, pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste ou pour se rendre aux urgences, certains malades renoncent à se faire soigner. Sylvie Coffy pour toutes ces précisions. Merci à vous. Il est 17h10 à l'écoute d'RFI.